Chunk One en tant que prochain président des États-Unis. Trop, c'est trop. Et j'ai dit, laisse Trumpia se déchaîner, mon frère. Laisse Trumpia régner à nouveau. Hulk Hogan a passé des années à dire au monde qu'il était fauché après son divorce en 2009. Il affirmait que Linda avait tout pris et l'avait laissé sans rien. Mais, à sa mort, les enquêteurs ont trouvé quelque chose qui ne collait pas. Il possédait, secrètement, 2 immenses manoirs à Clearwater d'une valeur totale de plus de 11 millions de dollars. Les propriétés étaient cachées dans des fiducies et des sociétés écrans. Ses dossiers médicaux ont révélé qu'il luttait contre un cancer du sang depuis des mois. Avant de lutter, j'avais toujours une caisse de bière dans le vestiaire parce que les gars n'avaient jamais ce plaisir. Mais quand j'étais là, j'avais cette petite attaque à l'époque, tandis que sa femme publiait en ligne qu'il était en train de guérir. Les mensonges étaient plus profonds que quiconque ne le soupçonnait et la vérité commençait tout juste à éclater. Hulk Hogan est né sous le nom de Terry John Bollea le 11 août 1953 à Augusta, en Géorgie. Quand il avait à peine 1 an et demi, sa famille a déménagé à Port Tampa, en Floride. Son père, Petro Bollea, travaillait dans la construction. Sa mère, Ruth Moody, était professeure de danse. La véritable histoire de la transformation de son corps a commencé non pas en Californie, mais dans un petit endroit appelé Hector's Gym à Tampa. Pourtant, Hogan a permis au mensonge de Venice Beach de perdurer parce que cela a contribué à construire l'image que les gens attendaient d'une superstar. Ce qui a rendu son histoire encore plus lourde, c'est que son frère aîné, Alan, est mort d'une overdose en 1986 à seulement 38 ans. Ce genre de perte, mêlée à la vie de col bleu de son père, a allumé un feu à l'intérieur de Hogan. Il ne voulait pas seulement le succès, il en avait besoin. Avant le catch, Hogan poursuivait un rêve dans la musique. Il a joué de la basse sans fret pendant près de 10 ans. En 1976, il a participé à la formation d'un groupe appelé Rocos. Il est en fait devenu bien connu autour de Tampa, mais avec le temps, il n'a pas pu s'empêcher d'exagérer la vérité. Dans une interview en 2022, il a même affirmé avoir essayé de rejoindre les Rolling Stones et avoir dit à quelqu'un proche de MC Jagger qu'il pouvait jouer toutes sur leurs chansons. Il a dit qu'il avait offert de se présenter si le groupe avait un jour besoin d'un bassiste. Il a également affirmé qu'il avait failli rejoindre Metallica. Ce qui est étrange, c'est que son talent musical était réel. Il n'a fait qu'amplifier l'histoire, la transformant en une partie de la même légende qu'il utilisait sur le ring. Chunk 2. Bien que le divorce de ses parents ne soit pas clairement écrit, la douleur émotionnelle de sa famille est apparue plus tard dans sa vie. En mars 2025, sa fille Brooke a fait une déclaration publique disant qu'elle avait coupé les ponts avec ses 2 parents. Elle a dit que les abus verbaux et émotionnels auxquels elle avait été confrontée en grandissant étaient trop importants. Sa femme, Linda, l'a confirmé et a dit qu'elle n'avait pas parlé à Brooke depuis 8 ans. Pire encore, Hogan est mort en juillet 2025 sans jamais rencontrer ses petits-enfants. L'émission Hogan Knows Best leur a un jour donné l'image d'une famille aimante. Mais dans les coulisses, cette famille s'effondrait. Ce qui s'est déroulé à la télévision est devenu un effondrement au ralenti de tout ce qu'il prétendait défendre. Hogan pensait que le catch pourrait être plus sûr que de travailler dans la construction comme son père. Mais il avait tort. Sa toute première séance d'entraînement en 1967 s'est terminée avec sa jambe cassée par Hiro Matsuda, un entraîneur brutal connu pour tester les jeunes lutteurs. Il a fallu 10 semaines à Hogan pour guérir. Quand il est revenu, Matsuda a essayé de lui casser à nouveau la jambe, mais cette fois, Hogan l'a arrêté. Ce genre d'entraînement brutal était courant à l'époque. Il voulait voir qui pouvait vraiment supporter la douleur. Hogan croyait que le catch le sauverait des blessures, mais cela l'a laissé briser à vie. Son corps n'a jamais cessé d'en payer le prix. Son nom célèbre est né d'un moment étrange dans une émission de débat de Memphis. Hogan était là avec Lou Ferrigno, la star de l'émission L'Incroyable Hulk. Debout côte à côte, l'animateur a souligné que Hogan était encore plus grand que Ferrigno.
Une femme nommée Mary Jarrett regardait. Elle lui a ensuite donné le surnom de Hulk. Ce moment a tout changé. Avant cela, il avait lutté sous le nom de Terry Boulder dans une équipe de tag. Mais quand il est devenu le Hulk, sa nouvelle identité a cliqué. Il n'y a pas eu de procès, pas de vol, pas de drame, juste un moment à la télévision où il avait l'air plus grand que nature. Pourtant, Hogan n'a jamais corrigé les rumeurs. Il aimait le mystère. En 1977, il est entré dans le centre d'entraînement de Hiro Matsuda en pensant qu'il apprendrait des mouvements de catch. Au lieu de cela, Matsuda lui a cassé la jambe le premier jour. Chunk 3. Ce n'était pas un accident. Matsuda l'a fait exprès pour tester sa résistance. Hogan a été hospitalisé et on lui a dit qu'il pourrait ne plus jamais marcher normalement. La plupart des gens ne sont jamais revenus, mais 6 semaines plus tard, il est revenu en boitant et a exigé de s'entraîner à nouveau. C'est alors que Matsuda a commencé à le respecter. Cette jambe cassée est devenue le début de Hulk Hogan. Un an avant cette blessure, en 1976, Hogan, âgé de 23 ans, a commencé à utiliser des stéroïdes anabolisants. D'autres lutteurs l'y ont initié. Il mesurait déjà 2 mètres et pesait 136 kilos. Mais les stéroïdes l'ont propulsé à un autre niveau. Il a déclaré sous serment en 1994 qu'il avait utilisé des stéroïdes de 1976 au début des années 1990. Dans les vestiaires, ces drogues étaient traitées comme des bonbons. Le corps de Hogan a grandi plus vite que quiconque n'avait jamais vu auparavant. Il pouvait s'entraîner plus dur, guérir plus vite et se battre plus longtemps. Mais c'était aussi le début d'une addiction qui l'a accompagné tout au long de son apogée et a contribué à déclencher les enquêtes fédérales sur le catch dans les années 1990. Dans l'émission Arsenio Hall, en 1981, Hogan a nié avoir utilisé des stéroïdes, mais la vérité a éclaté plus tard au tribunal. Et ce mensonge l'a suivi pour toujours. De 1977 à 1969, Hogan a travaillé dans le championnat de catch de Floride, l'un des territoires de catch les plus difficiles du pays. Il était dirigé par Eddie Graham, qui utilisait un système appelé policier. Ce sont des lutteurs plus âgés embauchés pour blesser les plus jeunes qui ne respectaient pas les règles. Hogan a dû apprendre à survivre non seulement au match, mais aussi à la politique des coulisses. Les vétérans pouvaient mettre fin à votre carrière s'ils pensaient que vous étiez irrespectueux. Il a vu des lutteurs plus âgés saboter des recrues et des promoteurs jouer aux favoris comme si c'était un jeu. Cette éducation difficile a appris à Hogan comment protéger sa place plus tard à la WWE. Quand il a rejoint la WWF en 1969, il n'était pas un héros. Il jouait un méchant. Il s'habillait en noir, se décolorait la barbe et essayait d'agir comme un combattant irlandais arrogant. Les fans détestaient ça, mais pas de la façon dont les promoteurs le voulaient. Il ne fuait pas parce qu'il était un bon méchant. Il s'en fichait, tout simplement. Même quand il a battu Ted DiBiase au Madison Square Garden, la réaction a été froide. Chunk 4. Il a même eu une chance de remporter le titre contre Bob Backlund, mais personne ne croyait encore en lui. En 1981, il a quitté la WWE pour jouer dans Rocky III. Personne n'était triste de le voir partir, mais cet échec lui a appris comment créer un personnage que les gens aimeraient. Ce film a changé sa vie. Sylvester Stallone avait voulu engager Billy Graham, mais Graham a demandé 50 000 $. Hogan a accepté de le faire pour seulement 15 000 $. Pendant le tournage, Hogan a accidentellement jeté Stallone si fort que Stallone s'est blessé et a eu besoin de soins. Mais au lieu de se mettre en colère, Stallone a dit aux gens qu'il savait tout de suite que Hogan allait devenir une superstar. Rocky Theory a rapporté 270 millions de dollars dans le monde entier. Hogan est passé du statut de méchant raté à quelqu'un que Vince McMahon considérait comme l'avenir du catch. À l'époque, Vince McMahon Sr. dirigeait la WWE et détestait l'idée que des lutteurs fassent des films. Quand Hogan a pris le rôle de Rocky en 1981, McMahon Sr. l'a renvoyé sur le champ. Il ne pensait pas que Hogan avait ce qu'il fallait.
Mais en 1982, McMahon Jr. a pris la relève. Il voyait Hogan différemment. Il croyait que Hogan pouvait devenir une marque mondiale, pas seulement un lutteur. Ce moment a séparé l'ancien catch de la nouvelle ère du divertissement. Hogan est devenu le visage de ce changement. En 1983, McMahon Jr. a commencé une guerre contre l'ancien système territorial de catch. Il a offert à Hogan un contrat de 750 000 $ par an. C'était une somme d'argent inouïe. Il a également acheté des créneaux télévisés sur 47 marchés à la fois et a commencé à voler les meilleurs talents à d'autres promotions. En 1945, plus de 20 territoires de catch avaient fait Fisifit Wailarite. Des milliers de lutteurs ont perdu leur emploi. Le plan de McMahon a fonctionné et Hogan était au centre de tout cela. Le personnage de Hulk Hogan n'a pas été construit par hasard. Il a été construit pour l'Amérique des années 1980. En 1984, des sondages ont montré que 73% des Américains ressentaient une forte fierté nationale. L'image de Hogan correspondait parfaitement à cela. Ses bras de 61 cm, ses couleurs rouges et jaunes et même sa chanson thème « Real American » ont tous été soigneusement conçus. Chunk 5. Les vitamines dont il parlait étaient en réalité un code pour les stéroïdes. La musique à elle seule a coûté 25 000 $ à produire. De 1954 à 1988, les produits dérivés de Hogan ont rapporté 1,2 milliard de dollars. Aucun lutteur dans l'histoire n'a gagné autant d'argent. Le 23 janvier 1944, Hogan a battu Iron Sheik pour le titre. Mais ce match n'était pas une surprise. Il avait été prévu des mois auparavant. McMahon a payé à Sheik 40 000 $ pour perdre, ce qui était le double de ses honoraires habituels. Ils ont organisé le match au Madison Square Garden et ont placé 17 faux journalistes dans la foule pour créer un buzz médiatique. L'histoire était que Hogan était la première personne à s'être libéré de l'étreinte du chameau de Sheik. Il a fallu des semaines de pratique. La WWE a dit que la foule était de 19 et 121, mais seulement 14,47 billets ont été vendus. Vince McMahon était à court de temps et d'argent. Le 31 mars 1985, il a mis tout ce qu'il avait dans une seule nuit au Madison Square Garden. Cette nuit-là, c'était WrestleMania 1. Ce n'était pas seulement un spectacle de catch. C'était sa dernière chance. Si cela échouait, toute la société s'effondrerait. Il a fait venir de grandes stars comme Mr. T, Cyndi Lauper, Muhammad Ali, Liberace et même Billy Martin du baseball. Hulk Hogan était au centre, faisant équipe avec Mr. T pour combattre Roddy Piper et Paul Orndorff. McMahon a même conclu un accord avec MTV pour aider à attirer la foule grand public. Mais tout cela a coûté une fortune. Le spectacle a été diffusé en direct dans les cinémas par le biais de la télévision en circuit fermé, ce qui signifiait que Vince devait payer d'énormes sommes d'argent à l'avance. Il a appelé cela le plus grand pari dans lequel j'ai jamais été impliqué. Et il le pensait. Si les gens ne se présentaient pas, tout l'Empire s'effondrerait. Derrière toutes les lumières et les acclamations se cachait un monde beaucoup plus sombre. Pendant l'ascension de Hulkamania, les lutteurs ont été poussés au-delà des limites humaines. Chunk 6 et 16. Ils voyageaient sans arrêt, luttant presque tous les soirs et utilisant tout ce qu'ils pouvaient pour continuer. Billy Jack Haynes l'a dit plus tard sans détour. Le Valium, les placidales, l'acide, l'herbe, les stéroïdes, la cocaïne et l'alcool étaient partout. Les lutteurs s'effondraient à l'intérieur, mais étaient toujours forcés de se comporter comme des super-héros. Il a dit « Vous n'êtes qu'un être humain, mais vous n'êtes qu'un numéro pour lui ». En 1988, les registres de Federal Express ont montré que le Dr George Zaorian avait envoyé des stéroïdes directement à Hogan 8 fois en seulement 9 mois. Il a également envoyé 34 colis au siège de la WWF pendant la même période. Personne ne s'en souciait tant que le spectacle continuait. Mais l'une des histoires les plus douloureuses n'avait rien à voir avec la drogue. Il s'agissait d'amitié.
Hulk Hogan et André le Géant ont été proches pendant des années. Hogan a dit qu'il m'a battu tous les jours pendant 8 ans, mais ils sont devenus proches malgré le début difficile. André souffrait tous les jours. Il ne pouvait pas s'asseoir sur des chaises, des lits ou même prendre des douches. Les gens chuchotaient et se moquaient de lui dans les aéroports. Et Hogan détestait voir ça. Mais en 1997, pour WrestleMania 3, ils ont dû transformer cette amitié en un combat. André a accepté de jouer le méchant. Le 29 mars 1987, on a dit que 173 personnes étaient dans la foule pour regarder Hogan soulever et jeter André. Mais ce nombre était un mensonge. Les experts ont dit que c'était plutôt 78 000. La WWE ne l'a jamais admis. Mais ce qui importait vraiment cette nuit-là, ce n'était pas la taille de la foule. C'était que deux amis devaient se blesser émotionnellement pour le bien des affaires. Les mensonges comme celui-là ne se sont pas arrêtés. La WWE a continué à gonfler les chiffres. En 2016, ils ont dit que 101 000 personnes avaient assisté à WrestleMania 32. Les estimations réelles l'ont situé autour de 93 000 ou 94 000. Ces mensonges sont devenus une partie de leur marque, plus une grande histoire qu'une vérité. À la fin des années 1980, le gouvernement a commencé à enquêter sur la consommation de stéroïdes. Chunk 7. Le docteur Zaorian a été frappé de 15 accusations fédérales. Il travaillait au bord du ring depuis 1969. 8 de ces accusations étaient directement liées à Hogan. Un autre lutteur, le Dr. D. David Schultz, a dit qu'il avait personnellement injecté Hogan plus de 100 fois. Il a même dit que Hogan vendait des stéroïdes à d'autres. Quand Hogan est passé à l'émission Arsenio Hall en 1991, il a essayé de tout nier, mais sa voix tremblait. Il n'arrêtait pas de dire essentiellement encore et encore. Tout le monde pouvait voir à travers ça. Le déni n'a pas aidé. Cela a empiré les choses. Missy Hyatt a dit que le mensonge de Hogan a provoqué une tempête médiatique qui a tué les ventes de produits dérivés, a effrayé les sponsors et leur a coûté des contrats de télévision. Les dégâts étaient irréparables. Puis sont venus les films. En 1989, Hogan a joué dans No Holds Barred. Il a coûté 8 millions de dollars à produire. Lors de son premier week-end, il a rapporté un peu moins de 5 millions de dollars. Les recettes totales n'ont été que de 16 millions de dollars dans le monde entier. McMahon avait payé le film lui-même. Des années plus tard, il a plaisanté en disant « Je suppose que le chèque est toujours à la poste » quand il parlait de la promesse de Hogan de le rembourser si le film perdait de l'argent. Jim Ross a dit « No holds barred », plutôt pas de profit autorisé. La célébrité du catch n'a pas aidé au box-office. Les choses ont empiré. En 1991, Hogan a fait Suburban Commando. Il a coûté 11 millions de dollars à produire, mais a rapporté moins de 7 millions de dollars aux États-Unis. Les critiques l'ont détesté. Même l'Undertaker, qui avait un rôle dans le film, a dit que c'était vraiment affreux. Cela a mis fin aux espoirs hollywoodiens de Hogan, mais il a quand même essayé à nouveau. Chunk 8. En 1993, il a joué dans Mr. Nanny. Ce fut un désastre. Il n'a rapporté que 4,3 millions de dollars. Hogan portait un tutu dans une scène et les fans n'arrivaient pas à croire que leur héros était tombé si bas. Le film a une note de 3,8 étoiles maintenant et les fans le qualifient toujours de terrible. En 1994, Hogan a essayé à nouveau avec une émission de télévision appelée Thunder in Paradise. Il jouait un héros sur un bateau de haute technologie. Il y a investi des millions de ses propres deniers. L'émission a eu 22 épisodes et a même fait venir des lutteurs comme Sting et Brutus Beefcake. Mais le retour de Hogan au catch l'a forcé à quitter la salle émission et elle ne s'en est jamais remise. Hogan a dit plus tard qu'il avait pensé à la relancer sous le nom de Thunder Force avec Mr. T, mais il était trop tard. En 1993, Hogan est revenu au catch. Ses rêves de cinéma étaient terminés et il avait besoin d'argent.
Il est revenu pendant WrestleMania 9 et a aidé Brutus Beefcake. Ils se sont appelés les Megamaniacs. Cette nuit-là, Hogan a remporté le championnat WWF après un match impromptu contre Yokozuna. Mais le règne n'a duré que jusqu'au 13 juin, date à laquelle il a perdu le titre à nouveau, aveuglé par une boule de feu. C'était son dernier pay-per-view de la WWF jusqu'en 2002. Son contrat a pris fin plus tard, en 1993. Il avait perdu son pouvoir de star, mais la WCW est venue frapper à sa porte. Eric Bischoff a offert à Hogan le contrat le plus puissant de l'histoire du catch. À partir du 29 mai 1998, Hogan a signé un contrat de 4 ans d'une valeur de 306 millions en 1998 et de 3,7 millions en 1999. Il y avait un bonus de 2 à 2 millions de dollars. Mais l'argent n'était pas tout ce qu'il a obtenu. Hogan a également obtenu le contrôle créatif. Il pouvait décider de la façon dont les matchs se terminaient et de qui le battait. C'était du jamais vu. Il a même refusé d'aller à la TNA à moins que Bischoff ne vienne avec lui. Chunk 9. Le 7 juillet 1996, tout a de nouveau changé. Hogan a choqué le monde en devenant un méchant à Bash at the Beach. Il a rejoint la NWO et a mis un coup de pied à Randy Savage. Les fans ont jeté des déchets sur le ring. La sécurité a dû être renforcée. Hogan a dit qu'il n'était même pas sûr d'aller jusqu'au bout, mais il l'a fait. Et le monde du catch a changé à jamais. Il a teint sa moustache en noir et portait des vêtements tout en noir. Il s'est moqué de sa propre carrière cinématographique ratée. Le look Hollywood Hogan est devenu emblématique. Les nez t-shirts NWO se vendaient comme des petits pains. L'image de méchant de Hogan était plus rentable que ses jours de héros. Mais dans les coulisses, les choses sont devenues laides. Hogan, Kevin Nash et Scott Hall dirigeaient le spectacle dans les coulisses. Ils ont changé les scripts, se sont protégés les uns les autres et ont brisé des carrières. Nash est devenu plus puissant et a contrôlé les réservations. La NWO a même piraté les émissions de télévision. Il ne faisait pas que jouer les méchants, il dirigeait l'entreprise. Le contrat de Hogan lui donnait trop de contrôle. Il refusait de perdre des matchs. Parfois, il quittait les spectacles juste pour éviter de faire la fin. Quand Vince Russo a essayé de reprendre ce pouvoir, Hogan a poursuivi WCW en justice. Cela a montré à quel point il était dangereux de donner autant de contrôle à un seul homme. Sa vie personnelle s'effondrait également. En 1983, Hogan a épousé Linda Claridge. Mais le mariage était un mensonge. Des années d'abus de stéroïdes ont rendu Hogan en colère et instable. En 2009, il est apparu qu'il avait trompé avec la meilleure amie de sa fille, Brooke, Christian Plant, âgée de 19 ans. Linda a dit « Je l'aimais plus qu'il ne m'aimait ». Elle n'a plus jamais fréquenté personne après le divorce. Elle a dit que la trahison l'avait complètement brisée. La relation de Hogan avec Brooke s'est également effondrée. Chunk 10. En 2015, un enregistrement a fuité de Hogan, utilisant des insultes raciales en parlant de la vie amoureuse de Brooke. La WWE a coupé les ponts avec lui. Brooke a cessé de lui parler. En 2023, seulement 2 semaines. Avant le mariage de Hogan avec sa 3e femme, Brooke a essayé de lui parler de sa santé. Il l'a éconduite. C'était la dernière fois qu'ils se parlaient. Elle n'a même pas fait partie de sa succession de 25 millions de dollars. Nick Hogan, le fils de Hulk, a également fait honte à la famille. Le 26 août 2007, il a écrasé sa Toyota Supra en faisant une course de dragsters. Il avait 17 ans. Son taux d'alcoolémie était de 0,65%. Son ami, John Graiano, un marine de 22 ans, a subi des lésions cérébrales et vit maintenant dans une maison de retraite. Nick n'a purgé que 5 mois de prison. C'était sa 4e contravention pour excès de vitesse en 11 mois. La famille de Hogan a agi comme les victimes, tandis que les rêves de G ont été détruits pour toujours. La demande de divorce de Linda en 2007 a presque ruiné Hogan. Elle a obtenu plus de 70% de leur argent, 40% des intérêts commerciaux et 3 millions de dollars en biens immobiliers.
Les frais juridiques ont coûté des centaines de milliers de dollars. Hogan a dû vendre sa maison, ses voitures et accepter n'importe quel concert de catch qu'il pouvait trouver. Les stéroïdes, la tricherie, les mensonges, tout s'est effondré. En 2010, Hogan a épousé Jennifer McDaniel, une maquilleuse de 36 ans. Il en avait 57, que cela ressemblait à un coup d'œuf. Pub. Le mariage a duré 11 ans, mais il s'est également effondré. En 2012, la sextape de Hogan avec la femme de son ami a fait le tour d'Internet. Gawker a été poursuivi en justice. Les dégâts ont été massifs. Jennifer voulait apparemment partir. Elle a accepté un règlement discret en 2022 et est partie. En juillet 1995, Hulk Hogan a témoigné dans une affaire fédérale importante. Chunk 11. Le procès concernait Vince McMahon, l'homme qui dirigeait la WWE, et il était centré sur les stéroïdes illégaux. Hogan a bénéficié de l'immunité pour témoigner, ce qui signifiait qu'il ne serait pas accusé tant qu'il dirait la vérité. Mais au lieu de le protéger, ses propres paroles ont failli le faire jeter en prison. Il a admis avoir utilisé des stéroïdes sans arrêt pendant 13 ans, de 1975 à 1939. Il a dit que quelqu'un de la WWE l'avait aidé à les commander, en passant même les appels directement depuis les bureaux de l'entreprise. Mais ensuite, il a dit quelque chose qui a empiré les choses. Hogan a affirmé qu'il pensait que c'était bien parce qu'il avait une ordonnance. Pourtant, quelques instants plus tard, il a également admis qu'il avait obtenu les drogues illégalement. Cette contradiction a soulevé des alarmes. Les procureurs avaient de relevés mais téléphoniques montrant qu'il appelait McMahon directement pour organiser des ramassages de stéroïdes, ce qui allait complètement à l'encontre de ce qu'il avait dit sous serment. Ils ont sérieusement envisagé d'accuser Hogan de parjure. S'il l'avait fait, il aurait pu finir par purger 5 ans dans une prison fédérale. Mais le 23 juillet 1994, après 16 heures de délibération du jury, McMahon a été déclaré non coupable. À cause de cela, l'affaire contre Hogan s'est également effondrée. Le procès était censé montrer à quel point le gouvernement serait sévère en matière de stéroïdes après la loi anti-drogue de 1988. Au lieu de cela, il a montré à quel point les choses pouvaient devenir désordonnées. Peu de temps après, Hogan a signé un énorme contrat avec la WCW. Il lui a versé 3 millions de dollars chaque année et lui a donné quelque chose qu'aucun autre lutteur n'avait. Le plein contrôle de ses scénarios. Ce contrôle est devenu une arme. À Bash at the Beach, en 2000, le booker de la WCW, Vince Russo, a choqué tout le monde en sortant du script et en insultant Hogan en direct à la télévision, le qualifiant de Hogan a utilisé son contrat pour riposter. Il est parti et a intenté une action en justice pour rupture de contrat. En 1998, Hogan avait prolongé son contrat pour 9 millions de dollars sur 3 ans, ce qui en faisait la star la mieux payée de l'entreprise. Même si la WCW perdait déjà de l'argent rapidement, son procès a drainé 2 millions de dollars supplémentaires en frais juridiques, tandis que les codes d'écoute de la télévision continuaient de s'effondrer. En mars 2001, la WCW était tellement brisée que AOL Time Warner l'a vendue à la WWE pour seulement 2,5 millions de dollars. Le refus de Hogan de perdre contre des stars plus jeunes, quelque chose que son contrat lui permettait d'éviter, a joué un rôle important dans la destruction de l'élan de l'entreprise. Puis est venu le scandale Gawker. En 2012, Gawker a publié 9 secondes d'une sextape montrant Hogan avec Heather Clem, la femme de l'animateur radio Bubba the Love Sponge. La vidéo avait été secrètement enregistrée entre 2006 et 2007 sans que Hogan le sache. Ce que le monde ne savait pas, c'est que le milliardaire Peter Thiel a secrètement donné à l'équipe juridique de Hogan plus de 10 millions de dollars pour riposter. Chunk 12. Le procès a été brutal. Les avocats de Hogan ont fait valoir que les enfants qui cherchaient Hulk Hogan ou WrestleMania voyaient les résultats de la sextape. Le 18 mars 2016, le jury a porté un coup qui a laissé les médias sous le choc.
115 millions de dollars de dommages et intérêts, plus 25 millions de dollars supplémentaires en punition. Cela a fait un total de 140 millions de dollars. Gawker a déposé le bilan à peine 3 mois plus tard et a dû tout vendre à Univision. Le procès s'est finalement réglé en novembre 2016 pour 31 millions de dollars. C'était l'une des plus grandes victoires juridiques pour la protection de la vie privée des célébrités jamais vues. Mais le pire était à venir. Le 23 juillet 2015, des transcriptions de cette même sextape ont fuité. Dans eux, Hogan a été entendu utiliser le mot en haine plusieurs fois et a même dit « Je suis raciste ». Il a également dit qu'il ne voulait pas que sa fille fréquente des hommes noirs à moins qu'ils ne valent 100 millions de dollars comme Jay-Z. En moins de 24 heures, la WWE a réagi comme si Hogan n'existait pas. Ils ont mis fin à son contrat de légende annuel de 750 000 $, l'ont retiré de leur site Web, ont retiré tous ses produits dérivés et l'ont effacé du temple de la renommée. Les retombées lui ont coûté environ 5 millions de dollars par an en perte d'accords et de redevances. Vince McMahon a qualifié les commentaires de Hogan d'impardonnables et a déclaré que la WWE l'avait retiré pour de bon. Hogan s'est excusé à la télévision nationale, pleurant dans des entrevues, mais les dégâts étaient faits. Et c'est fait, les commanditaires l'ont abandonné. Les fans se sont détournés et la tache sur son image était permanente. Les choses ne se sont pas améliorées quand il est passé à TNA Wrestling. L'accord de Hogan là-bas lui a rapporté 200 000 $ par apparition, mais les cotes d'écoute ont baissé au lieu d'augmenter. Quand il s'est présenté le 4 janvier 2010, TNA a essayé de se mesurer au grand retour de Bret Hart de la WWE, mais au lieu du succès, les cotes d'écoute ont baissé de 15 %. Jeff Jarrett, qui a aidé à démarrer TNA, a dit plus tard que c'était un désastre. Hogan et son ami Eric Bischoff ont été payés plus de 3 millions de dollars par an combinés. Ils ont changé le ring, le style et les émissions, mais les fans n'ont pas aimé ça. TNA a même eu du mal à payer Hogan, ce qui a conduit à 3 poursuites entre 2010 et 2013. Dans les coulisses, Hogan faisait face à des problèmes d'argent, en particulier à cause d'une poursuite impliquant l'accident de voiture de son fils Nick, qui avait gravement blessé John Graziano. La société mère de TNA a dû investir 2 millions de dollars supplémentaires juste pour couvrir le contrat de Hogan. En octobre 2013, il était parti, mais les problèmes juridiques se sont poursuivis jusqu'en 2015. Étonnamment, la WWE l'a ramené en 2018. Le 15 juillet, ils ont annoncé que Hogan était remis au temple de la renommée, même s'il n'avait jamais officiellement dit qu'il avait été suspendu. Le moment était étrange. Ils l'ont fait quelques heures seulement avant un grand événement à la carte. Chunk 13. Hogan a tweeté qu'il avait rencontré les superstars de la WWE dans les coulisses et qu'il avait ressenti un soutien écrasant, mais tout le monde ne l'a pas accueilli. De nombreux lutteurs noirs sont restés silencieux, offrant peu de soutien public. Vince McMahon a défendu la décision, disant que Hogan n'était pas raciste, mais qu'il avait dit des choses racistes et qu'il en avait payé le prix. Plus tard, cette même année, le 2 novembre 2018, Hogan s'est présenté en Arabie Saoudite, à l'événement Crown Jewel de la WWE. Cela s'est produit quelques semaines seulement après que le journaliste Jamal Khashoggi-Ball ait été assassiné au consulat saoudien. De grandes stars comme John Cena et Daniel Bryan ont refusé d'y aller. Mais Hogan n'y est pas seulement allé, il a ouvert tout le spectacle. Il n'a pas mentionné l'Arabie saoudite une seule fois dans son discours, ce que les critiques ont considéré comme intentionnel. La réaction a été énorme. L'ancienne lutteuse Gail Kim a dit que la WWE ne se souciait pas du racisme. C'était le premier retour de Hogan sur le ring depuis 2015, et cela n'aurait pas pu se produire à un moment plus controversé. En octobre 2024, Hogan a fait une autre surprise. Il a révélé qu'il n'avait pas un contrat normal de WWE Legends. Dans un podcast, il a dit que son accord de 5 ans signé en 2023 était quelque chose de spécial, quelque chose de plus qu'un accord de légende.
À 71 ans, il était devenu une sorte d'ambassadeur avec des tonnes de droits de marchandisage et de projets qui lui rapportaient des centaines de milliers de dollars par an. Contrairement à d'autres lutteurs à la retraite qui ont signé des contrats de standard, l'accord de Hogan a été fait juste pour lui. Mais dans les coulisses, les choses s'effondraient toujours. En 2005, Hogan avait lancé une émission de télé-réalité appelée Hogan Knows Best. Elle mettait en vedette sa femme, Linda, et leurs enfants, Nick et Brooke. L'émission est devenue la plus grande première de télé-réalité de VH1 et a duré jusqu'en 2007. Cela avait l'air amusant à l'écran, mais cela cachait une vraie douleur. En 2009, Hogan a subi une opération à la colonne vertébrale qui a été filmée pour l'émission dérivée de sa fille Brooke. Les caméras l'ont surpris en train de crier sur un ami, juste après s'être réveillé de l'opération, lui demandant pourquoi il avait apporté des fleurs, comme s'il était une putain de petit ami. Tout a été transformé en divertissement. Hogan a admis plus tard que des parties étaient scénarisées, mais les dommages à sa famille étaient réels. Puis est arrivé quelque chose qui a stupéfié même les fans de longue date. La succession de Hogan valait 5 millions de dollars, mais lorsque les documents judiciaires sont sortis, il a été démontré que sa fille, Brooke, avait été complètement retirée de son testament. Tout a été laissé à son fils, Nick. Le testament avait été modifié 4 fois entre 2017 et 2023. Le dernier changement est survenu en juillet 2023, à peine un an avant la mort de Hogan. Chunk 14. Des sources proches de la famille ont dit que Brooke a demandé à être retirée, disant à des proches qu'elle ne voulait pas faire partie de l'héritage de son père. La succession comprenait 200 000 $ en crypto, 759 000 $ en biens personnels et intellectuels et 4 millions de dollars en droits d'image. Sa femme, Melanie Sky Daly, n'a rien reçu non plus, même si elle était inscrite comme l'épouse survivante. Seuls Nick et un homme nommé Terry McCoy ont été nommés co-représentants de la succession. Encore plus déchirants étaient les dossiers médicaux publiés après la mort de Hogan. Il luttait secrètement contre une leucémie lymphoïde chronique, une forme de cancer du sang qui touche surtout les personnes âgées. Il souffrait également de fibrillation auriculaire sévère, un problème de rythme cardiaque dangereux. Sa famille a gardé ces maladies cachées. Quelques semaines à peine avant sa mort, sa femme publiait encore en ligne en disant qu'il se remettait d'une opération. Le cancer évoluait généralement lentement, mais dans le cas de Hogan, il s'était aggravé. Son état cardiaque le mettait à haut risque d'accident vasculaire cérébral et d'insuffisance cardiaque. Quand les services d'urgence ont été appelés à son domicile le 24 juillet 2025, il était en arrêt cardiaque complet. L'appel est arrivé à 9-131. Les ambulanciers ont travaillé sur lui et l'ont transporté d'urgence à l'hôpital Morton Plant. Mais à 11h17, les médecins ont prononcé la mort de Hulk Hogan. Il avait 71 ans. La cause officielle était une crise cardiaque massive. Il n'y avait aucun signe de jeu déloyal. Les enregistrements des répartiteurs ont révélé plus tard à quel point les premiers intervenants étaient désespérés de le sauver. Un dernier mystère entourait ses propriétés de Clearwater. Hogan avait affirmé un jour qu'il était presque en faillite après avoir divorcé de Linda en 2009. Il avait abandonné 70% de leur argent et 40% de leurs entreprises. Mais en 2016, il possédait 2 maisons en bord de mer d'une valeur totale de 11 millions de dollars. L'une a été achetée pour 3,3 millions de dollars en 2012, l'autre pour 1,6 million de dollars en 2016. La plus grande avait 5 chambres et plus de 465 mètres carrés. Mais quand son testament est sorti, aucune des 2 maisons n'était inscrite. Les 2 étaient détenues par des fiducies ou des LLC, probablement pour les protéger. Cela a laissé les fans et la famille se demander dans quelle mesure la vie de Hogan avait vraiment été ce qu'elle semblait être.